raconte qu'un simple souffle peut changer le destin d'un royaume. Mais personne n'aurait pu imaginer que tout commencerait avec une jeune paysanne arrachée à son village au lever du jour. Une fille sans titre, sans défense, qu'on pensait pouvoir réduire au silence. Pourtant, dès qu'elle franchit les portes du château, quelque chose d'inexplicable s'est mis à trembler dans les murs de pierre, comme si le passé lui-même avait retenu son souffle. Dans les couloirs où les secrets voyagent plus vite que les pas des serviteurs, sa présence dérange, intrigue, dérange encore. Des regards se détournent, des chuchotements s'étouffent, des portes se referment à moitié, juste pour l'observer. Pourquoi est là? Pourquoi maintenant? Et surtout, que craignent-ils tous de voir ressurgir? Car à peine son nom murmuré, le roi s'est figé, son visage s'est vidé de couleur. Et dans un silence glacial, il a prononcé une phrase que personne n'osaria jamais répéter. Une phrase qui pourrait faire s'effondrer tout le royaume. Et si cette servante n'était pas celle qu'ils croyaient, mais bien la seule personne capable de détruire la vérité qu'ils ont juré de protéger? L'aube n'avait pas encore achevé de dissiper les brumes grises qui s'accrochaient au toit de chaume quand le martèlement sourd des sabots résonna dans la rue principale du village. Helena sentit son cœur se glacer avant même d'avoir compris ce qui arrivait. Elle était agenouillée près du lit de paille, où sa mère reposait, le visage creusé par la fièvre, les lèvres gercées murmurant des prières qu'elle n'avait plus la force de terminer. La jeune femme de 19 ans pressait un linge humide contre le front brûlant de Marianne, essayant d'ignorer la terreur qui grandissait dans sa poitrine à chaque battement de sabot qui se rapprochait. Quelque chose dans ce bruit méthodique, implacable, lui disait que ce matin ne serait pas comme les autres. Et elle avait raison. La porte de leur modeste cabane explosa sous un coup brutal. 3 soldats en armure de fer franchirent le seuil, leur silhouette massive bloquant toute la lumière du jour naissant. Celui qui se tenait en tête, un homme au visage marqué par d'anciennes batailles, balaya la pièce d'un regard méprisant avant de poser ses yeux sur Helena. Un sourire cruel étira ses lèvres. « Toi, lève-toi, tu viens avec nous. » Helena se dressa d'un bond, son corps tout entier se plaçant instinctivement entre sa mère et ses hommes. Ses mains tremblaient, mais elle redressa le menton avec une fierté qu'elle ne savait pas posséder. « Je ne pars nulle part. Ma mère est mourante. Elle a besoin de moi. » Le soldat ricana, un son qui glaça le sang d'Helena plus sûrement que le vent d'hiver qui s'engouffrait par la porte ouverte. « Les ordres du roi ne se discutent pas, petite. Tu es réquisitionnée pour servir au château. C'est un honneur que tu devrais accepter sans poser de questions. Un honneur. » Le mot résonna dans l'esprit d'Helena comme une insulte. Elle connaissait les histoires de jeunes filles emmenées au château, les rumeurs qui circulaient à voix basse près du puits du village. Certaines revenaient changées, le regard vide. D'autres ne revenaient jamais. Et maintenant, alors que sa mère agonisait, alors que les taxes royales les avaient réduites à la misère absolue depuis 2 ans, c'étaient ces mêmes nobles qui venaient arracher la seule chose qui restait à Marianne, sa fille. « Non », souffla Helena, et ce simple mot contenait toute la douleur accumulée de 19 années de pauvreté, de faim, de sacrifice. « Je refuse. » Derrière elle, sa mère tenta de se redresser, ses doigts décharnés agrippant le bras d'Helena avec une force désespérée. « Helena, ma fille, ne les provoque pas. » Mais les soldats n'attendirent pas. Le chef fit un geste sec de la main et ses hommes se jetèrent en avant. Helena se débattit de toutes ses forces, ses ongles griffant le cuir des gantelets, ses cris déchirant l'air du petit matin. Autour de leur cabane, elle entendait les portes des maisons voisines s'ouvrir, les murmures horrifiés des villageois qui n'osaient pas intervenir. Qui oserait défier la garde royale? « Maman, maman, non !» Les mains puissantes la traînaient vers l'extérieur, et la dernière image qu'elle garda fut celle de sa mère, effondrée contre le mur de pierre froide, les larmes traçant des sillons sur ses joues creuses, une main tendue vers elle dans un geste d'adieu qui ressemblait terriblement à un dernier souffle. On la hissa sans ménagement sur un cheval. Le village défilait maintenant dans un brouillard de larmes et de fureur impuissante. Madame Gertrude, la boulangère qui leur donnait parfois du pain rassis, se tenait sur le pas de sa porte, les mains pressées contre sa bouche. Le vieux Thomas,
Le forgeron qui avait appris à Helena à reconnaître les étoiles quand elle était enfant, détourna le regard, la honte visible sur son visage ridé. Personne ne viendrait à son secours. Personne n'oserait. Mais ce qui troublait le plus Helena, ce qui fit naître en elle une peur nouvelle et plus profonde, c'était cette certitude glaciale. Elle n'avait pas été choisie au hasard. Dans un royaume de milliers de villages, de dizaines de milliers de jeunes filles pauvres, pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi des soldats de la garde personnelle du roi se déplaçaient-ils en personne pour une simple paysanne? Le trajet vers le château dura des heures qui lui parurent des éternités. Les champs qu'elle avait toujours connus laissèrent place à des forêts épaisses, puis à des routes pavées qu'elle n'avait vues qu'une fois, enfant, lors d'un voyage au marché de la ville voisine. Le paysage se transformait, devenant de plus en plus riche, de plus en plus ordonné, comme si chaque arbre, chaque pierre avait été placée selon la volonté d'un maître invisible et tout-puissant. Puis, elle le vit. Le château royal se dressait au sommet d'une colline, ses tours de pierre grise perçant les nuages comme des lances géantes. Les murs étaient si hauts qu'Helena dut renverser la tête en arrière pour en voir le sommet. Des bannières cramoisies et or claquaient au vent, portant l'emblème du royaume, un lion couronné tenant une épée. C'était beau d'une beauté terrifiante, froide, une beauté qui écrasait et rappelait à chaque instant la distance infranchissable entre les puissants et les misérables. Les grilles massives s'ouvrirent dans un grincement métallique qui résonna comme un avertissement. On la fit descendre sans douceur et Helena chancela, ses jambes engourdies par des heures à cheval. L'odeur la frappa immédiatement. Un mélange de cire d'abeille, d'encens coûteux, de cuir huilé et de quelque chose qu'elle ne sut identifier, quelque chose qui sentait le pouvoir et l'ancienneté. Les dalles sous ses pieds étaient d'un marbre si lisse qu'elle y voyait son reflet déformé. Une jeune femme aux cheveux sombres en désordre, aux yeux noisettes agrandis par la peur, vêtue de sa robe de paysanne rapiécée, qui paraissait obscène dans ce lieu de splendeur. Par ici, une femme âgée au visage sévère, vêtue d'une robe grise austère, la saisit par le bras. Ses doigts étaient comme des pinces de fer. « Tu es la nouvelle. Tu serviras dans l'aile royale. Tu obéiras sans question, tu parleras seulement quand on te le demande et tu baisseras les yeux en présence des nobles. Un seul faux pas et tu retournes dans ton village. Si tu as de la chance. » Helena fut poussée à travers un labyrinthe de couloirs interminables. Les plafonds étaient si hauts que sa voix aurait pu s'y perdre. Des tapisseries représentant des batailles anciennes couvraient les murs, des yeux de guerriers morts la fixant avec une intensité accusatrice. Des chandelles par centaines projetaient des ombres dansantes qui semblaient vivantes, malveillantes. Et partout, des gardes immobiles comme des statues, leurs regards la suivant avec un mélange de curiosité et de mépris. On la fit entrer dans une pièce où d'autres servantes s'affairaient. Elles lui jetèrent des regards en biais, chuchotant entre elles. Helena perçut de la jalousie dans ses regards, mais aussi de la pitié, et elle ne sut laquelle des deux émotions la terrifiait le plus. « Lave-toi, change-toi, le roi te recevra dans 1 heure. » Le roi. Ces mots la frappèrent comme un coup. Pourquoi le roi voudrait-il recevoir une servante nouvellement arrivée? C'était incompréhensible, contraire à tous les usages. Les servantes ne voyaient jamais le roi, sauf de loin, lors des grandes cérémonies. Elles étaient invisibles, des ombres qui veillaient au confort des puissants sans jamais être véritablement vues. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose était terriblement, dangereusement anormal. On la conduisit finalement dans une antichambre aux proportions démesurées. Les fenêtres donnaient sur des jardins si parfaitement entretenus qu'ils semblaient irréels. Des statues de marbre blanc représentant d'anciens rois la toisaient de leur hauteur. Et au fond de la pièce, assis sur un fauteuil sculpté qui n'était pas tout à fait un trône, mais qui en possédait toute l'autorité, se tenait un homme, le roi Aldric. Helena avait entendu parler de lui toute sa vie. L'homme qui avait monté sur le trône 23 ans plus tôt, qui avait consolidé le royaume par des mariages stratégiques et des guerres brèves mais sanglantes. On disait qu'il était juste mais distant, un souverain qui gouvernait avec la tête plutôt qu'avec le cœur. À 42 ans, il portait le poids de la couronne dans chaque ligne de son visage. Mais ce qui frappa Helena, ce qui la fit vaciller imperceptiblement, ce fut son regard. Lorsque les yeux du roi se posèrent sur elle,
Quelque chose passa dans leur profondeur gris-bleu. Une étincelle de reconnaissance peut-être, ou de choc. Il se figea, sa main se crispant sur la coudoir du fauteuil. Pendant un long moment, il ne dit rien, se contentant de la dévisager avec une intensité qui la mit profondément mal à l'aise. Elena baissa les yeux comme on le lui avait ordonné, mais elle sentait ce regard peser sur elle, cherchant quelque chose, fouillant son visage comme on chercherait une réponse à une question jamais posée. « Relève la tête », ordonna-t-il d'une voix rauque. Elle obéit, plantant ses yeux dans les siens, avec une audace qui la surprit elle-même. Qu'avait-elle à perdre, après tout? Sa mère était peut-être déjà morte. Sa vie d'avant était détruite. Si elle devait mourir pour insolence, qu'il en soit ainsi. Le roi se leva lentement, et Elena réalisa qu'il était grand, imposant dans sa tunique brodée d'or et de pourpre. Il s'approcha d'elle avec des pas mesurés, chaque mouvement contrôlé, calculé. Quand il fut assez près pour qu'elle puisse voir les fines rides au coin de ses yeux, il s'arrêta. « Quel est ton nom ?»« Elena. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. « Elena », répéta-t-il, et il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont il prononça ce nom, comme s'il goûtait chaque syllabe, comme s'il cherchait un écho lointain. « De quel village viens-tu ?»« De Valombre, votre majesté, un village que vos taxes ont presque détruit. » Un murmure scandalisé parcourut les serviteurs présents. On ne parlait pas ainsi au roi. Mais Aldric leva une main pour imposer le silence, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Elena. « Tu as du courage ou de la folie pour parler ainsi. J'ai une mère mourante que j'ai été forcé d'abandonner. À ce stade, votre majesté, la différence entre courage et folie m'échappe. Quelque chose passa dans le regard du roi. De la douleur, peut-être, ou du remords. Il recula d'un pas, comme si la proximité d'Elena lui était soudain insupportable. « Tu serviras dans mes appartements personnels. Tu ne parleras de ce travail à personne. Tu ne poseras pas de questions. Tu obéiras. » Puis il se détourna brusquement, sa cape tourbillonnant derrière lui. Mais juste avant de franchir la porte qui menait à ses quartiers privés, il s'immobilisa. Sans se retourner, il ajouta d'une voix si basse qu'Elena fut la seule à l'entendre. « Quel âge as-tu » ? 19 ans, votre majesté. Le dos du roi se raidit imperceptiblement. Il resta ainsi pendant ce qui sembla une éternité, puis disparut sans un mot de plus, laissant Elena seule avec ses questions et sa peur grandissante. Mais elle n'était pas seule. Dans l'ombre d'une alcôve, une femme les avait observés. La reine Isolde, vêtue d'une robe de velours émeraude qui accentuait son port altier et la froideur calculée de son visage, émergea lentement dans la lumière. Elle était belle d'une beauté glaciale, parfaite et inaccessible. Ses yeux verts se posèrent sur Elena avec une intensité qui n'avait rien à voir avec la curiosité. C'était de la méfiance. Non, plus que cela. De la menace. Elle s'approcha d'Elena avec des pas si légers qu'on aurait dit qu'elle glissait sur le sol. Quand elle fut face à elle, elle pencha légèrement la tête, un sourire sans chaleur étirant ses lèvres parfaitement peintes. « Ainsi, tu es la nouvelle favorite de mon époux. » Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Elena voulut protester, expliquer qu'elle n'avait rien demandé, qu'elle était là contre sa volonté, mais les mots moururent dans sa gorge sous le regard de la reine. Il y avait dans ses yeux verts une promesse silencieuse de destruction. « Je veillerai personnellement à ce que tu comprennes ta place ici, petite paysanne. » Puis la reine s'éloigna, laissant derrière elle un parfum lourd de rose et d'amertume. Cette nuit-là, Elena fut conduite à une minuscule chambre sous les toits, à peine plus grande qu'un placard. Elle s'effondra sur la paillasse dure, son corps tremblant de fatigue et de chagrin contenu. Les larmes vinrent enfin, silencieuses et brûlantes, roulant sur ses joues jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la force de pleurer. Mais le sommeil ne vint pas. Son esprit tournait en rond, cherchant désespérément un sens à cette journée cauchemardesque. Pourquoi elle ? Pourquoi cette réaction étrange du roi ? Pourquoi ce regard qui semblait la reconnaître alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés ? Quelque part dans les profondeurs du château, dans ses appartements privés aux murs couverts de livres anciens et de cartes militaires, le roi Aldric se tenait face à une fenêtre donnant sur la nuit étoilée. Dans sa main, il serrait un médaillon ancien qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Un médaillon contenant le portrait d'une jeune femme aux cheveux sombres et aux yeux noisettes,
une femme qu'il avait aimée une éternité auparavant, avant que le devoir et la couronne ne le forcent à enterrer son cœur. Et cette jeune servante qu'on lui avait amenée aujourd'hui, ce visage, ses yeux, cette façon de relever le menton avec fierté malgré la peur. « Non », murmura-t-il dans le silence de la nuit, sa voix brisée par une émotion qu'il croyait morte depuis longtemps. « Ce n'est pas possible. Elle a le même âge, le même regard, exactement le même regard. » Ses doigts se crispèrent sur le médaillon jusqu'à ce que le métal morde sa paume. Et dans le silence de cette nuit qui marquait le début de quelque chose d'inéluctable, il prononça un nom qu'il s'était interdit de dire pendant 19 longues années. Marianne. Les premières lueurs de l'aube pénétraient à peine par l'étroite lucarne de sa chambre, qu'Helena fut brutalement tirée du sommeil par des coups secs contre sa porte. Elle n'avait dormi que quelques heures, hantée par des rêves où le visage de sa mère se confondait avec celui du roi, où des voix murmuraient des secrets qu'elle ne parvenait jamais à comprendre. Ses yeux brûlaient de fatigue et de larmes retenues. Debout. Le service commence avant le lever du soleil. C'était la même femme austère de la veille, celle aux doigts de fer et au regard impitoyable. Helena se redressa péniblement, chaque muscle de son corps protestant contre ce réveil trop brutal. On lui jeta un uniforme de servante, une robe grise grossière mais propre, avec un tablier blanc immaculé qui devait le rester sous peine de punition. Dans la cuisine des serviteurs, une vingtaine de femmes s'affairaient déjà dans un ballet silencieux et parfaitement orchestré. L'odeur du pain frais se mêlait à celle du feu de bois et des herbes aromatiques. Personne ne lui adressa la parole. Les regards qu'on lui lançait étaient chargés d'une hostilité à peine voilée. Elle comprit rapidement qu'être choisie pour servir directement le roi, plutôt que de commencer par les tâches les plus basses, comme toutes les nouvelles venues, faisait d'elle une intruse, une menace à la hiérarchie minutieusement établie. « Tu porteras le plateau du roi ce matin », annonça la gouvernante en chef, une femme aux cheveux gris tirés en arrière avec tant de sévérité qu'il semblait tirer sa peau. « Tu frapperas 3 fois, tu attendras qu'il t'autorise à entrer, tu déposeras le plateau sur la table près de la fenêtre, et tu sortiras sans un mot, sans un regard, sans même respirer plus fort que nécessaire. Est-ce clair ?» Helena hocha la tête, sa gorge trop serrée pour parler. On lui confia un plateau d'argent massif, si lourd, qu'elle dut mobiliser toutes ses forces pour le maintenir stable. Dessus reposaient des mets qu'elle n'avait jamais vus de sa vie, des fruits exotiques dont elle ignorait le nom, du pain blanc comme neige, du miel doré qui captait la lumière, des viandes rôties qui embaumaient les épices rares. De quoi nourrir sa famille pendant un mois entier. La colère monta en elle, brûlante et amère. Le trajet jusqu'aux appartements royaux lui parut interminable. Ses mains tremblaient, faisant teinter doucement la vaisselle de porcelaine. Les couloirs étaient déserts à cette heure, baignés d'une lumière grise et froide qui accentuait la solennité oppressante des lieux. Chaque statue, chaque tapisserie semblait la juger, la trouver indigne de fouler ses dalles de marbre. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte massive des appartements du roi, elle dut s'arrêter un instant pour reprendre son souffle et calmer les battements affolés de son cœur. Pourquoi tremblait-elle ainsi? Ce n'était qu'un homme, couronne ou pas. Un homme qui l'avait arraché à sa mère mourante, un homme qu'elle devrait haïr. Et pourtant, ce regard qu'il avait posé sur elle la veille, cette douleur qu'elle y avait entrevue, elle frappa 3 fois, comme on le lui avait ordonné. Le silence qui suivit fut si long qu'elle crut qu'il n'y avait personne. Puis une voix grave, fatiguée, résonna de l'autre côté du bois épais. « Entrez !» Helena poussa la porte avec son épaule, manquant de renverser le plateau dans l'effort. La pièce qui s'ouvrit devant elle lui coupa le souffle. Ce n'était pas une chambre, c'était un univers entier. Des bibliothèques couvraient les murs du sol au plafond, remplis de livres aux reliures anciennes. Des cartes géographiques étaient étalées sur une immense table de chêne. Une cheminée de pierre sculptée occupait tout un pan de mur, les flammes y dansant avec une chaleur qui contrastait violemment avec le froid qu'Helena portait en elle. Et là, debout près de la fenêtre, le dos tourné, se tenait le roi Aldric. Il était vêtu simplement, d'une chemise de lin blanc et d'un pantalon sombre, sans aucun des ornements royaux de la veille. Ses cheveux légèrement grisonnants aux tempes étaient en désordre, comme s'il y avait passé la main des dizaines de fois durant la nuit. Il ne se retourna pas immédiatement,
fixant quelque chose au dehors qu'Helena ne pouvait voir. « Pose le plateau », dit-il sans se retourner. Helena s'exécuta, ses gestes aussi silencieux que possible. Mais au moment où elle s'apprêtait à repartir, sa robe accrocha le coin de la table et un couteau d'argent tomba au sol, avec un bruit métallique qui résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. Le roi se retourna brusquement. Leurs regards se croisèrent, et, encore une fois, Helena ressentit cette étrange connexion, ce sentiment inexplicable qu'ils se connaissaient depuis toujours. Les yeux d'Aldric la parcouraient avec une intensité dévorante, s'attardant sur chaque détail de son visage. La courbe de sa mâchoire, l'arc de ses sourcils, la façon dont une mèche de cheveux échappée de sa coiffe encadrait sa joue. « Excuse-moi, votre majesté », murmura Helena en se baissant précipitamment pour ramasser le couteau. « Non, attends. » La voix du roi avait une qualité étrange, presque suppliante. Helena se figea, le couteau à mi-chemin du sol. Lentement, elle se redressa, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Aldric fit un pas vers elle, puis s'arrêta, comme s'il luttait contre une impulsion qu'il savait dangereuse. « Comment va ta mère ?» La question la frappa comme une gifle. Pourquoi se souciait-il de sa mère? Pourquoi un roi se préoccuperait-il du sort d'une paysanne malade qu'il n'avait jamais rencontrée? « Je l'ignore, votre majesté. Vous m'avez fait enlever avant que je puisse m'assurer de son bien-être. » Le reproche dans sa voix était évident, et plusieurs servantes auraient été fouettées pour moins que cela. Mais le roi ne se mit pas en colère. Au contraire, quelque chose qui ressemblait à de la honte passa sur son visage. Quel est son nom? Pourquoi voulez-vous le savoir? La question lui échappa avant qu'elle puisse la retenir. Un long silence s'installa, si lourd qu'Helena eut l'impression que l'air lui-même se solidifiait autour d'eux. Le roi la fixait avec une expression indéchiffrable, où se mêlaient la douleur, la peur et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Son nom ?» répéta-t-il, et cette fois sa voix était rauque, brisée. « Marianne. Elle s'appelle Marianne. » Helena vit le roi vaciller légèrement, comme si ce nom l'avait physiquement frappé. Sa main se tendit vers le dossier d'une chaise pour se stabiliser, ses jointures blanchissant sous la pression. Pendant un instant terrifiant, elle crut qu'il allait s'effondrer. « Votre Majesté, vous allez bien ?» Mais Aldric se ressaisit rapidement, redressant les épaules, recomposant ce masque d'impassibilité royale qu'il portait comme une armure. Seulement, ses yeux le trahissaient. Ses yeux qui brillaient d'une émotion qu'Helena ne comprenait pas, mais qui la terrifiait. « Sors », ordonna-t-il soudainement, sa voix redevenue froide et autoritaire. « Sors immédiatement. » Helena ne se le fit pas dire deux fois. Elle s'enfuit presque de la pièce, son cœur cognant si fort contre ses côtes qu'elle craignit qu'il n'explose. Une fois la porte refermée derrière elle, elle s'appuya contre le mur du couloir, ses jambes tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine tenir debout. Que venait-il de se passer? Pourquoi ce nom avait-il provoqué une telle réaction? Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange et oppressante. Helena découvrit les règles cruelles qui régissaient la vie des servantes. Lever avant l'aube, travail jusqu'à l'épuisement, châtiment pour la moindre erreur. Elle devait nettoyer, porter, servir, toujours en silence, toujours invisible. Mais ce qui la tourmentait le plus, c'était cette sensation constante d'être observée. Le roi ne lui adressait jamais la parole directement, mais elle sentait son regard sur elle chaque fois qu'elle entrait dans ses appartements. Parfois, elle levait les yeux et le surprenait en train de l'étudier, avec cette même expression troublée, comme s'il cherchait à résoudre une énigme dont elle était la clé. Et puis, au 5e jour, quelque chose d'inhabituel se produisit. La gouvernante en chef la convoqua dans son bureau, une pièce austère où trônait un registre épais contenant les noms et les tâches de toutes les servantes. La femme la dévisagea longuement avant de parler, ses lèvres pincées en une ligne désapprobatrice. « Le roi a demandé que tu sois assigné au nettoyage de ses appartements personnels. » Un murmure scandalisé parcourut les autres servantes présentes. Le nettoyage des appartements privés du roi était une tâche réservée aux servantes les plus anciennes, les plus fiables, celles qui avaient fait leurs preuves pendant des années. Jamais, au grand jamais, on ne confiait une telle responsabilité à une nouvelle venue. « C'est une erreur », protesta Helena. «
Je ne suis ici que depuis quelques jours. Il y a sûrement. On ne discute pas les ordres du roi, coupa sèchement la gouvernante. Mais Helena perçut dans ses yeux une lueur de suspicion et de rage contenue. Tu commenceras demain matin. Et que Dieu t'aide si tu déplaces ne serait-ce qu'un livre de sa place. Cette nuit-là, Helena ne put dormir. Elle se tournait et se retournait sur sa paillasse, son esprit refusant de trouver le repos. Pourquoi le roi agissait-il ainsi? Pourquoi la gardait-il si proche? Cette faveur apparente la mettait en danger. Elle le sentait. Les autres servantes la haïssaient déjà. Et la reine... Oh! La reine la regardait avec une telle hostilité glaciale qu'Helena frissonnait chaque fois qu'elle la croisait dans les couloirs. Quelque chose se tramait, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais dont elle faisait partie, malgré elle. Elle était une pièce sur un échiquier dont elle ignorait les règles, manipulée par des forces qui la dépassaient. Le lendemain matin, munie d'un seau d'eau et de chiffon, Helena pénétra dans les appartements vides du roi. Il était parti à une réunion du conseil, lui avait-on dit, et ne reviendrait pas avant plusieurs heures. Elle était seule. La pièce était exactement comme dans son souvenir, baignée de la lumière dorée du matin qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Elle commença son travail méthodiquement, épousseta les étagères, nettoya les vitres, balaya le sol de pierre. C'était un travail simple, apaisant presque, qui lui permettait de ne pas penser. Mais alors qu'elle passait un chiffon sur une petite table près du lit, son coude heurta accidentellement un livre qui tomba au sol. En se penchant pour le ramasser, elle remarqua quelque chose qui dépassait dessous le meuble, coincé entre le pied et le mur. Un objet brillant. Lentement, le cœur battant d'une appréhension inexplicable, Helena tendit la main et saisit l'objet. C'était un médaillon d'or ancien, finement ciselé, suspendu à une chaîne délicate. Sa main tremblait en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait un portrait miniature, peint avec une délicatesse exquise. Une jeune femme aux cheveux sombres et aux yeux noisettes, vêtue d'une simple robe de paysanne, souriait avec une douceur qui serrait le cœur. Elle était belle, d'une beauté naturelle et lumineuse qui contrastait violemment avec la froideur parfaite de la reine. Et Helena la connaissait. C'était sa mère, plus jeune, infiniment plus jeune, peut-être à peine plus âgée qu'Helena elle-même. Mais c'était indéniablement elle. Les mêmes yeux, le même sourire, la même fossette au coin de la bouche. Le médaillon glissa des doigts tremblants d'Helena et tomba sur le sol avec un tintement métallique. Elle recula, une main pressée contre sa bouche pour retenir un cri. Non, ce n'était pas possible. Ce ne pouvait pas être possible. Pourquoi le roi possédait-il un portrait de sa mère? Le médaillon gisait sur le sol de pierre froide, son couvercle ouvert révélant ce visage qui hantait maintenant l'esprit d'Helena. Ses genoux se dérobèrent sous elle, et elle s'effondra, incapable de détacher son regard du portrait miniature. C'était impossible, absolument impossible. Et pourtant, la vérité était là, tangible, irréfutable, luisant dans la lumière du matin comme un secret trop longtemps enfoui. Sa mère qui n'avait jamais parlé du passé, qui détournait toujours le regard quand Helena posait des questions sur son père, qui se contentait de dire qu'il était parti avant sa naissance, qu'il ne reviendrait jamais. Sa mère qui parfois, dans ses moments de fièvre, murmurait des mots que sa fille ne comprenait pas, des fragments de phrases qui parlaient de robes de soie, de jardins parfumés, de promesses brisées. Helena ramassa le médaillon avec des mains tremblantes, le serrant si fort que le métal mordit sa paume. Combien de fois sa mère avait-elle évoqué ce bijou perdu, ce souvenir d'un temps révolu qu'elle refusait de détailler? Un cadeau d'autrefois, disait-elle simplement, les yeux brillants de larmes contenues. D'une époque où je croyais encore aux contes de fées. La porte s'ouvrit brutalement derrière elle. Helena se retourna d'un bond, cachant instinctivement le médaillon derrière son dos. Le roi Aldric se tenait sur le seuil, encore vêtu de ses habits de conseil, une cape brodée d'or reposant sur ses épaules. Mais ce qui frappa Helena, ce fut son expression. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une lassitude infinie, le poids de secrets trop lourds à porter. « Tu l'as trouvé ?» dit-il simplement, et ce n'était pas une question. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Helena sentait le médaillon brûler contre sa paume, comme s'il contenait toute la chaleur d'une vérité qu'elle n'était pas certaine de vouloir connaître. Elle voulait parler, exiger des explications, mais sa gorge était nouée par une émotion trop vaste pour des mots. Aldric entra dans la pièce, refermant doucement la porte derrière lui. Chaque pas qu'il faisait vers elle résonnait comme un battement de tambour annonçant quelque chose d'inéluctable. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, gardant une distance respectueuse comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuit. « Donne-le-moi », dit-il d'une voix rauque. « Pourquoi ?» Le mot jaillit d'Helena comme un cri. « Pourquoi possédez-vous un portrait de ma mère? Qui êtes-vous vraiment pour nous ?» Le roi ferma les yeux un instant et quand il les rouvrit, Helena y vit une douleur si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. C'était la douleur d'un homme qui avait vécu avec un remords déchirant pendant des années, qui s'était construit une prison de devoirs et de responsabilités pour échapper à la vérité. « Je l'ai aimé », murmura-t-il finalement, et ces 4 mots contenaient tout un univers de regrets. Il y a très longtemps, avant que je ne devienne ce que je suis, je l'ai aimé plus que ma propre vie. Helena sentit le monde vaciller autour d'elle. Non, ce n'était pas possible. Et pourtant, tout prenait soudain un sens terrible. Le regard du roi sur elle, cette reconnaissance dans ses yeux, cette façon qu'il avait de l'observer comme si elle était un fantôme du passé revenu le hanter. « J'avais 19 ans, continua Aldric, sa voix se brisant sur chaque mot. J'étais encore prince avec des rêves stupides d'amour et de liberté. Je l'ai rencontrée lors d'une visite dans les villages du Sud. Elle vendait des fleurs au marché, et son sourire illuminait tout autour d'elle. Nous nous sommes vus en secret pendant des mois. Je lui promettais la lune, les étoiles, un avenir ensemble. Il s'approcha de la fenêtre, tournant le dos à Helena, comme s'il ne supportait pas de voir son jugement dans ses yeux. Puis mon père est mort subitement. Le royaume était en crise. Des nobles conspiraient pour le trône, et le conseil a exigé que je me marie immédiatement avec une princesse d'un royaume allié pour stabiliser notre position. J'ai refusé. Je leur ai dit que j'aimais quelqu'un d'autre. Ils ont ri. Ils ont dit qu'un roi ne peut pas se marier par amour. Helena écoutait, paralysée, chaque mot s'enfonçant en elle comme une lame. Elle serrait toujours le médaillon, ses ongles creusant des marques dans sa paume. Marianne est venue me voir une dernière fois. Elle était terrifiée, tremblante. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Le cri qu'Helena laissa échapper résonna dans toute la pièce. Le roi se retourna brusquement, et leurs regards se croisèrent, lourds de la vérité non dite qui flottait entre eux comme un fantôme. « Tu comprends maintenant ?» dit-il doucement. « Tu comprends pourquoi je ne pouvais pas détacher mon regard de toi. Tu as ses yeux, sa façon de relever le menton quand tu as peur, cette force tranquille qu'elle possédait. »« Non, » souffla Helena, reculant jusqu'à ce que son dos heurte le mur. « Non, vous mentez. Vous inventez tout cela. Mon père est mort avant ma naissance, ma mère me l'a dit. Il était un simple fermier, un homme bon qui... » « Elle t'a protégé, » interrompit Aldric, sa voix chargée d'une culpabilité écrasante. « Elle savait que si la vérité était connue, ta vie serait en danger. Les nobles qui voulèrent me voir épouser Isolde n'auraient jamais toléré l'existence d'un héritier bâtard. Ils t'auraient tué, Helena. Ils auraient tué un enfant innocent pour protéger leurs intérêts politiques. » Helena glissait lentement le long du mur, ses jambes incapables de la soutenir plus longtemps. Des larmes brûlantes roulaient sur ses joues, mais elle ne les sentait pas. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur elle-même, sur son histoire, sur sa place dans le monde, s'effondrait comme un château de cartes. « Alors vous m'avez abandonné, » dit-elle, et sa voix était si froide qu'Aldric tressaillit. « Vous avez abandonné ma mère alors qu'elle portait votre enfant. Vous l'avez laissée vivre dans la pauvreté pendant que vous dormiez dans des draps de soie. Vous avez épousé votre reine et vous avez oublié que nous existions. » Jamais. Le cri du roi résonna avec une violence qui fit sursauter Helena. Pas un seul jour, pas une seule heure je ne vous ai oublié. J'ai envoyé de l'argent, anonymement, pendant des années. J'ai fait surveiller votre village pour m'assurer que vous étiez en sécurité. Alors pourquoi ? Hurla Helena, toute sa douleur, toute sa rage explosant d'un coup. Pourquoi ces taxes qui ont détruit notre vie ? Pourquoi avoir laissé ma mère tomber malade sans soin? Pourquoi m'avoir fait enlever comme une criminelle? Le roi ouvrit la bouche,
mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois, Helena vit l'homme derrière la couronne, un être brisé, hanté par des choix qu'il ne pouvait défaire, prisonnier d'un rôle qu'il n'avait jamais vraiment voulu. C'est à ce moment précis que la porte s'ouvrit à nouveau. Un conseiller du roi, un homme maigre au visage de fouine, entra sans frapper, son regard glissant avec dégoût d'Helena au roi. « Votre Majesté, le conseil vous attend, et puis-je me permettre de suggérer qu'il serait plus approprié de ne pas vous enfermer seul avec une servante ?» Les rumeurs se propagent vite dans ce château. Helena vit le masque royal se replacer instantanément sur le visage d'Aldric. La vulnérabilité, la douleur, tout disparut, remplacé par l'autorité froide d'un souverain. « Sors !» ordonna-t-il au conseiller, sa voix coupante comme une lame. Mais l'homme ne bougea pas, son sourire mauvais s'élargissant. « Le conseil insiste, sire, et la reine demande à vous voir. Elle a entendu certaines préoccupations concernant cette nouvelle servante. Certains pensent qu'elle représente un risque politique. » Un risque politique. Les mots flottèrent dans l'air, chargés de menaces. Helena comprit soudainement le danger dans lequel elle se trouvait. Elle n'était pas simplement une servante. Elle était une arme potentielle contre le roi, une preuve vivante de son passé caché. Le conseiller finit par sortir, mais pas avant d'avoir jeté à Helena un regard qui promettait des ennuis. Quand la porte se referma, Aldric se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Tu dois être prudente, » dit-il rapidement. « Ne parle de cela à personne. Les murs ont des oreilles dans ce château et il y a des gens qui voudraient me voir morte ?» termina Helena, sa voix étrangement calme. « Comme ils auraient voulu me voir morte il y a 19 ans. » Aldric ne nia pas. Il s'approcha d'elle, tendit une main vers son visage, puis se ravisa, laissant retomber son bras. « Je vais te protéger, je te le jure. Comme vous avez protégé ma mère. » La question était un coup de poignard, et tous deux le savaient. Le roi ne répondit pas. Il se contenta de la regarder avec une tristesse si profonde qu'Helena dut détourner les yeux. Puis il quitta la pièce, la laissant seule avec le médaillon et un millier de questions sans réponse. Cette nuit-là, Helena resta éveillée dans sa chambre minuscule, le médaillon caché sous sa paillasse. Elle repensait à chaque moment de sa vie avec sa mère, cherchant des indices qu'elle aurait manqués, des signes de cette vérité enfouie. Et elle les trouvait, un par un. Les regards lointains de Marianne quand elle parlait du passé, ses cauchemars, où elle criait un nom qu'Helena ne comprenait pas, cette façon qu'elle avait de caresser tendrement les cheveux de sa fille, en murmurant « Tu lui ressembles tant ». Elle comprenait maintenant. Elle comprenait tout. Mais alors qu'elle sombrait enfin dans un sommeil agité, elle entendit des voix dans le couloir, des chuchotements urgents, pressés. Elle se glissa hors de son lit et colla son oreille contre la porte en bois. Doit disparaître avant que quiconque ne fasse le lien. La reine est furieuse. Si elle découvre qui elle est vraiment, tout s'effondrera. Puis une dernière phrase prononcée par une voix qu'Helena reconnut comme celle du conseiller à la face de fouine. Si elle découvre, nous n'aurons pas le choix. Tout s'effondrera. Les jours qui suivirent furent un cauchemar éveillé dont Helena ne pouvait s'échapper. Elle accomplissait ses tâches comme un automate, ses mains nettoyant, portant, rangeant, tandis que son esprit tournait sans cesse autour de cette révélation qui avait fait voler en éclats tout ce qu'elle croyait savoir. Le roi était son père. Ces 4 mots résonnaient dans sa tête à chaque instant, transformant chaque regard qu'elle posait sur lui, chaque mot qu'il prononçait en sa présence. Elle l'observait maintenant avec des yeux différents, cherchant malgré elle des ressemblances qu'elle n'avait jamais remarquées. La courbe de son nez, peut-être. Cette façon qu'il avait de pencher légèrement la tête quand il réfléchissait, exactement comme elle le faisait. La couleur de ses yeux qui, sous certaines lumières, contenaient les mêmes reflets dorés que les siens. Mais ce qui la torturait le plus, c'était la question qu'elle n'osait poser à voix haute. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après 19 années de silence, l'avait-il fait venir au château? Était-ce vraiment un hasard, comme on le lui avait fait croire, ou y avait-il un plan plus sombre derrière tout cela? Le 7e matin depuis la découverte du médaillon,
Elena fut convoquée dans les appartements du roi plus tôt que d'habitude. Le soleil n'était pas encore levé, et les couloirs baignaient dans une obscurité bleutée qui donnait au château des airs de tombeau. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende à travers les murs de pierre. Quand elle entra, elle le trouva debout près de la cheminée éteinte, le dos voûté comme sous un poids invisible. Il ne portait pas sa couronne, et dans la pénombre de l'aube, il ressemblait moins à un roi qu'à un homme brisé par le temps et les regrets. « Ferme la porte », dit-il sans se retourner. Elena obéit, ses doigts tremblant sur le lourd battant de bois. Quand elle se retourna, Aldric lui faisait face, et ce qu'elle vit dans ses yeux la figea sur place. C'était de la douleur pure, sans masque, sans artifice, la douleur d'un homme qui avait porté un secret trop lourd pendant trop longtemps. « Tu mérites de connaître la vérité », commença-t-il, sa voix rauque comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « Toute la vérité, pas seulement les fragments que je t'ai donnés. » Il s'approcha d'une petite table où reposait une carafe de vin et s'en servit un verre d'une main tremblante. Elena remarqua les cernes sombres sous ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient légèrement. Pour la première fois, elle le vit tel qu'il était vraiment. Un homme de 42 ans écrasé par des décennies de choix impossibles. « Quand ta mère m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai voulu tout abandonner, » dit-il en fixant le vin rouge dans son verre comme s'il y cherchait des réponses. Le trône, la couronne, tout. Je voulais partir avec elle, vivre simplement, être juste un homme, pas un roi, juste un homme qui aimait une femme. Elena sentit sa gorge se serrer. Elle ne voulait pas être émue par ces mots, ne voulait pas comprendre, mais quelque chose en elle se brisait malgré tout. Le conseil m'a convoqué. Il savait, je ne sais toujours pas comment, mais il savait tout de notre relation. Ils m'ont donné un choix. Il vida son verre d'un trait. Épouser la princesse Isolde et assurer la paix du royaume, ou voir ta mère et toi exécutés pour trahison. Ils ont inventé des accusations, des preuves falsifiées. Ils m'ont fait comprendre qu'ils n'hésiteraient pas. Alors vous avez choisi votre trône plutôt que nous, murmura Elena, et chaque mot lui écorchait la gorge. J'ai choisi votre survie. La voix d'Aldric se brisa sur ces mots et il dut s'appuyer contre la table. J'ai cru qu'en acceptant le mariage, en devenant le roi qu'ils voulèrent que je sois, je pourrais vous protéger. J'ai envoyé des hommes de confiance porter de l'argent à ta mère chaque mois, assez pour vivre confortablement. Je croyais stupidement que cela suffisait. Nous n'avons jamais rien reçu, dit Elena, et sa voix était aussi froide que la pierre du château. Pas un sou. Nous avons vécu dans la misère, mangeant parfois une fois tous les 2 jours. Ma mère s'est usée à travailler pour nous nourrir jusqu'à ce que son corps ne puisse plus supporter. Le roi leva brusquement la tête, son visage devenant livide. Quoi ? Non, c'est impossible. J'ai personnellement confié l'argent à... Il s'interrompit, et Elena vit une terrible compréhension se peindre sur ses traits. Ils l'ont volé. Tous ces hommes que je croyais fidèles, ils ont détourné l'argent et m'ont menti pendant des années. Il se précipita vers son bureau, fouillant frénétiquement parmi des papiers jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait, un registre épais couvert de chiffres. Ses mains tremblaient en tournant les pages, ses yeux parcourant les colonnes avec une urgence fébrile. « Des milliers de pièces d'or », murmura-t-il, et sa voix n'était plus qu'un souffle horrifié. « Pendant 19 ans, j'ai envoyé de quoi vous assurer une vie confortable, et vous n'avez jamais rien reçu. » Elena le regardait sans un mot, déchirée entre la colère et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la compassion. Cet homme avait abandonné sa mère, c'était vrai, mais il avait aussi été manipulé, trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance. « Et les taxes ?» demanda-t-elle finalement. « Ces 2 dernières années, notre village a été écrasé par des impôts impossibles à payer. Ma mère est tombée malade à cause du stress, du surmenage. Était-ce aussi une trahison ?» Le visage d'Aldric se durcit, une rage froide remplaçant la douleur dans ses yeux. « Isolde », dit-il simplement, et ce nom contenait tout un univers de ressentiment. Elle gère les taxes des régions méridionales. Je lui ai donné ce pouvoir il y a 3 ans pour apaiser sa jalousie. Elle était convaincue que j'avais une liaison quelque part dans le sud. Je pensais qu'en lui donnant du pouvoir, elle cesserait de... Mais elle savait, l'interrompit Elena, la vérité se révélant soudain avec une clarté aveuglante.
Elle a toujours su pour ma mère et moi, et elle a décidé de nous détruire lentement, de nous faire souffrir. Aldric ne nia pas. Il s'effondra sur un fauteuil, soudain paraissant 10 ans de plus, un homme dont le monde s'écroulait pièce par pièce. « Quand j'ai appris que ta mère était malade, j'ai paniqué », avoua-t-il après un long silence. « J'ai pensé que si elle mourait, tu serais seul, vulnérable. J'ai ordonné qu'on te ramène ici sous prétexte de service royal. Je voulais te protéger, te garder près de moi où je pourrais veiller sur toi. » « Me protéger ?» Elena laissa échapper un rire amer qui ressemblait davantage à un sanglot. « Vous m'avez jeté dans une fosse aux serpents. Chaque personne dans ce château me déteste. La reine me regarde comme si elle voulait me voir morte. Vos conseillers conspirent contre moi. J'ai entendu leurs chuchotements. Je sais qu'ils veulent me faire disparaître. » Les yeux d'Aldric s'écarquillèrent d'horreur. « Qu'as-tu entendu exactement ?» Elena lui répéta tout, les voix dans le couloir, les menaces voilées, ce sentiment constant d'être observée, épiée, jugée. À mesure qu'elle parlait, elle voyait la fureur grandir sur le visage du roi, ses mains se crispant sur les accoudoirs du fauteuil, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Ils n'oseraient pas, » gronda-t-il. « Ils n'oseraient pas te faire du mal. Ils ont osé vous voler pendant 19 ans. Ils ont osé laisser votre fille et la femme que vous aimiez vivre dans la misère. Que ne feraient-ils pas pour protéger leurs intérêts ?» Le silence qui suivit fut lourd de vérités trop douloureuses pour être prononcées. Aldric la regardait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise, et elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la peur, non pas pour lui-même, mais pour elle. « Je vais tout arranger, » dit-il finalement, se levant avec une détermination nouvelle. « Je vais découvrir qui a volé l'argent, qui te menace, et je vais… » Un sanglot violent l'interrompit. Elena s'était effondrée, toutes les émotions accumulées ces derniers jours explosant d'un coup. Des larmes brûlantes coulaient sur ses joues, son corps entier secoué par des sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir. « Elle meurt », gémit-elle. « Ma mère meurt pendant que je suis ici, prisonnière dans votre château doré. Elle est seule, malade, et je ne peux même pas être à ses côtés. Vous parlez d'arranger les choses, mais comment pouvez-vous arranger cela ? Comment pouvez-vous réparer 19 années d'abandon ?» Aldric s'approcha d'elle, hésitant, puis posa maladroitement une main sur son épaule. Elena aurait dû se dégager, repousser ce contact, mais elle était trop épuisée, trop brisée pour résister. « Je vais envoyer les meilleurs médecins du royaume, » promit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Aujourd'hui même, ils la soigneront, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir. Et je veillerai personnellement à ce que… » « Ce n'est pas assez !» cria Elena, se libérant brutalement de son étreinte. « Elle n'a pas besoin de vos médecins. Elle a besoin de sa fille. Elle a besoin de savoir que je vais bien, que je suis en sécurité. Elle a besoin… » Sa voix se brisa complètement et elle se recroquevilla sur elle-même, son corps secoué de sanglots si violents qu'elle pouvait à peine respirer. Le roi s'agenouilla devant elle, et pour la première fois, Elena vit des larmes briller dans ses yeux. « Je suis désolé », murmura-t-il, et ses mots semblaient arrachés du plus profond de son âme. « Je suis tellement désolé, Elena, pour tout, pour chaque jour où tu as eu faim, pour chaque nuit où tu as eu froid, pour chaque larme que ta mère a versée à cause de moi. Si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais changer, mais vous ne pouvez pas, » l'interrompit Elena, relevant la tête pour planter ses yeux dans les siens. « Le passé est le passé. La seule question est, que ferez-vous maintenant ?» Avant qu'Aldric ne puisse répondre, un coup violent résonna contre la porte. Un garde entra précipitamment, le visage pâle de terreur. « Votre Majesté, un messager vient d'arriver du village de Valombre. C'est urgent. » Elena sentit son sang se glacer. « Non. Oh non, pas maintenant. Pas comme ça. » Le garde tendit un parchemin au roi, ses mains tremblant légèrement. Aldric le saisit, le déroula, et Elena vit son visage se décomposer à mesure qu'il lisait. Quand il leva les yeux vers elle, elle sut. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, elle sut. « Ta mère, » commença-t-il, sa voix à peine audible. « Elle demande à te voir immédiatement. Elle dit qu'elle a gardé un secret qui changera tout. » La nouvelle frappa Elena comme un coup de massue en pleine poitrine. Un secret. Sa mère avait gardé un secret, et maintenant,
Alors qu'elle agonisait peut-être, elle voulait enfin le révéler. Le parchemin tremblait entre les mains du roi, et Helena le lui arracha presque, ses yeux parcourant frénétiquement les mots tracés d'une écriture maladroite par le guérisseur du village. La femme Marianne décline rapidement. Elle réclame sa fille avec insistance. Elle répète sans cesse qu'elle doit lui dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Son état est critique. « Je dois partir », dit Helena, sa voix brisée par l'urgence et la peur. Maintenant, immédiatement. Elle se précipita vers la porte, mais Aldric la rattrapa par le bras, son emprise ferme mais non brutale. « Tu ne peux pas partir seule. Les routes ne sont pas sûres, et si quelqu'un découvre qui tu es vraiment... » « Je me fiche de qui je suis », hurla Helena, toute sa douleur explosant dans ses mots. « Je me fiche de votre couronne, de vos secrets, de vos intrigues de palais. Ma mère meurt, et vous voulez que je reste ici à me préoccuper de politique ?» Le roi la lâcha comme si elle l'avait brûlée, mais ses yeux restaient de fixés sur elle avec une intensité dévorante. « Je viens avec toi. » Le silence qui suivit fut si profond qu'Helena entendit son propre cœur battre follement contre ses côtes. « Quoi ? Je viens avec toi, » répéta Aldric, et il y avait dans sa voix une détermination qu'elle ne lui avait jamais entendue. Marianne mérite de savoir que je ne l'ai jamais oubliée. Elle mérite des explications. Et tu ne feras pas ce voyage seul. Mais avant qu'Helena ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau dans un fracas violent. 2 gardes de la garde royale entrèrent, leurs armures cliquetant, leurs visages impassibles. Derrière eux se tenait un capitaine qu'Helena reconnut. Celui-là même qui l'avait arraché à sa mère quelques jours auparavant. « Votre Majesté », dit-il avec une révérence qui semblait davantage une moquerie qu'un véritable respect. « Le Conseil royal exige votre présence immédiate. Il y a eu des développements concernant les terres du Sud. Votre présence est indispensable. » Helena vit les mâchoires d'Aldric se crisper, ses poings se serrer le long de son corps. Elle comprit immédiatement. Ce n'était pas une coïncidence. Le Conseil savait pour le message. Ils tentèrent de l'empêcher de partir. « Dites au Conseil que je les verrai plus tard », répondit le roi d'une voix glaciale. « J'ai des affaires plus urgentes à régler. » Le capitaine ne bougea pas d'un pouce, son sourire narquois s'élargissant légèrement. « Avec tout le respect que je vous dois, sire, le Conseil a été très clair. Votre présence est requise maintenant. C'est une question de sécurité du royaume. » C'était un piège. Helena le sentait avec une certitude viscérale. Ils allaient retenir le roi pendant des heures, peut-être des jours, et pendant ce temps, sa mère mourrait seule, emportant son secret dans la tombe, et peut-être était-ce exactement ce qu'il voulait. « Laissez-moi partir », dit soudainement Helena, sa voix retrouvant une force qu'elle ne savait pas posséder. « Vous devez rester et gérer vos affaires royales. Moi, je pars pour Valombre. »« Helena, non. Je ne vous demande pas la permission, » l'interrompit-elle, plantant ses yeux dans les siens avec une détermination féroce. « Je ne suis pas votre sujet. Je ne suis pas votre servante. Et malgré ce que le sang peut dire, je ne vous dois rien. Ma mère m'appelle, et j'y vais. » Elle se dirigea vers la porte, mais les gardes se déplacèrent pour lui bloquer le passage, leurs lances se croisant devant elle comme une barrière infranchissable. « La servante ne peut quitter le château sans autorisation royale, » déclara le capitaine, sa voix dégoulinant de fausse courtoisie. « Ce sont les règles, je le crains. » La rage explosa dans la poitrine d'Helena comme un feu dévorant. Elle allait hurler, se débattre, forcer le passage coûte que coûte, quand la voix d'Aldric résonna derrière elle, tranchante comme une épée. « Cette femme n'est pas une servante. Elle est sous ma protection personnelle et possède mon autorisation de quitter le château quand bon lui semble. Quiconque tentera de l'en empêcher répondra directement devant moi de trahison. » Le capitaine pâlit légèrement, mais son sourire ne faiblit pas. « Bien sûr, votre majesté. Mais j'ose espérer que vous vous présenterez au conseil comme demandé ? Ils attendent, et la reine Isolde a particulièrement insisté pour « Que la reine aille au diable !» Le rugissement d'Aldric fit trembler les murs. Même les gardes, pourtant entraînés à l'impassibilité, tressaillirent. Le roi s'avança vers le capitaine avec une fureur contenue qui rendait chacun de ses mouvements dangereux. « Je suis le roi de ce royaume, pas un pantin que le conseil manipule à sa guise. Si quelqu'un qui que ce soit tente d'empêcher cette femme de partir, je le ferai jeter dans les cachots les plus profonds du château. »
Est-ce suffisamment clair? Le capitaine s'inclina profondément, mais Helena vit dans ses yeux une lueur mauvaise, qui ne présageait rien de bon. Parfaitement clair, sire. 1 heure plus tard, Helena chevauchait vers Valombre, escortée par 2 gardes qu'Aldric avait personnellement choisis parmi ses hommes les plus fidèles. Le roi était resté au château, contraint par ses devoirs, mais il avait fait sceller le cheval le plus rapide des écuries royales pour elle et avait glissé dans sa main une bourse lourde de pièces d'or. « Pour les soins de ta mère », avait-il murmuré. « Et s'il arrive quoi que ce soit, envoie immédiatement un messager. Je viendrai, peu importe ce que le conseil dira. » Maintenant, alors que le château disparaissait derrière elle et que les chants familiers de son enfance se rapprochaient, Helena sentait son cœur se serrer d'appréhension. Que voulait lui révéler sa mère? Quel secret avait-elle gardé pendant toutes ces années? Et pourquoi maintenant? Pourquoi attendre d'être aux portes de la mort? Le village de Valombre apparut enfin, ses modestes maisons de chaume se blottissant les unes contre les autres, comme pour se protéger du vent. Des visages familiers se tournèrent vers elle avec stupéfaction, alors qu'elle galopait dans la rue principale, escortée par des gardes royaux. Madame Gertrude laissa tomber son panier de pain. Le vieux Thomas sortit de sa forge, les yeux écarquillés. Helena sauta de cheval avant même qu'il ne soit complètement arrêté et courut vers sa maison. La porte était entr'ouverte et une odeur de maladie et de mort imminente s'en échappait. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. « Maman !» Elle se précipita à l'intérieur et s'immobilisa net. Sa mère gisait sur le lit de paille, encore plus émaciée que dans son souvenir, sa peau presque translucide dans la lumière grise qui filtrait par la fenêtre. Mais ses yeux étaient ouverts, et quand ils se posèrent sur Helena, ils s'emplirent de larmes. « Ma fille !» souffla Marianne, sa voix si faible qu'Helena dut se pencher pour l'entendre. « Tu es revenue. J'avais si peur de mourir avant de te revoir. » Helena s'effondra à ses côtés, saisissant ses mains décharnées entre les siennes, les couvrant de baisers et de larmes. « Je suis là, maman. Je suis là. Ne parle pas, économise tes forces. J'ai de l'argent maintenant. Je vais faire venir un médecin. Nous allons te soigner. » « Non, » l'interrompit Marianne avec une force surprenante. « Il est trop tard pour cela. Mais avant de partir, tu dois savoir. Tu dois comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Helena voulut protester, mais le regard de sa mère la fit taire. C'était un regard déterminé, celui d'une femme qui avait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps et qui avait enfin décidé de le déposer. « Tu as rencontré ton père, » dit Marianne, « et ce n'était pas une question. Je le vois dans tes yeux. Tu sais qui il est. »« Oui, » murmura Helena, sa gorge si serrée qu'elle pouvait à peine parler. « Il me l'a dit. Tout. Votre amour, le conseil qui vous a séparés, sa culpabilité. Il t'a menti. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de la cabane. Helena se figea, son cœur cessant de battre pendant un instant interminable. Quoi? Marianne ferma les yeux, une larme solitaire roulant sur sa joue creuse. Il ne t'a pas tout dit. Il ne pouvait pas, parce qu'il ne sait pas lui-même toute la vérité. Elle rouvrit les yeux, et ils brillaient d'une intensité fiévreuse. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai eu peur. Pas pour moi, mais pour toi. Je savais ce que le conseil ferait s'il découvrait ton existence. Alors j'ai pris une décision. Helena écoutait, paralysée, chaque mot s'enfonçant en elle comme une lame. Je suis allé voir Aldric une dernière fois. Je lui ai dit que j'étais enceinte, c'est vrai. Mais je lui ai aussi dit de m'oublier, de m'effacer de sa vie. Je lui ai fait croire que je ne l'aimais plus, que je voulais élever l'enfant seul, loin de la cour et de ses dangers. Mais pourquoi? Le cri d'Helena était déchirant. Pourquoi refuser son aide? Pourquoi nous condamner à cette vie de misère? Parce que je savais, répondit Marianne, sa voix se brisant. Je savais que tant qu'il essaierait de nous aider, de nous protéger, nous serions en danger. La reine Isolde n'est pas simplement jalouse, Helena. Elle est dangereuse. Elle a fait assassiner tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin vers le pouvoir. Si elle avait su avec certitude que tu existais, que tu étais une menace pour sa position, elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Helena comprenait. Sa mère l'avait protégée de la seule façon qu'elle connaissait, en disparaissant, en s'effaçant, en vivant dans l'ombre.
Mais il y a autre chose, continua Marianne, sa respiration devenant plus laborieuse. Quelque chose que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. La reine sait qui tu es. Elle a toujours su, et elle est celle qui a orchestré ta venue au château. Le sang d'Helena se glaça dans ses veines. Non, le roi a dit que c'était lui qui... Il croit que c'était son idée, l'interrompit sa mère. Mais la reine manipule tout depuis le début. Elle t'a fait venir au château pour une raison, Helena. Et cette raison n'est pas ta protection. Un bruit de sabots résonna soudainement à l'extérieur. Helena se précipita à la fenêtre et son cœur s'arrêta. Une dizaine de cavaliers en armure noire approchèrent du village, leur bannière portant non pas l'emblème royal, mais celui de la reine Isolde. « Ils sont venus », murmura Marianne derrière elle. « Elle sait que je t'ai parlé. Elle ne te laissera pas repartir vivante. » Le temps sembla se figer dans un instant de terreur pure. Helena regardait par la fenêtre les cavaliers de la reine s'approcher comme une nuée de corbeaux annonçant la mort, leurs armures noires avalant la lumière du jour. Derrière elle, sa mère luttait pour respirer. Chaque souffle, un combat contre l'inévitable. Les 2 gardes qu'Aldric avait envoyés avec elle sortirent précipitamment, dégainant leurs épées, mais Helena savait qu'ils ne feraient pas le poids contre 10 hommes. « Cache-toi !» supplia Marianne, sa main squelettique agrippant celle de sa fille avec une force désespérée. « Il y a un passage sous la maison, celui que je t'ai montré quand tu étais enfant. Tu dois fuir maintenant. Je ne te laisserai pas. » Les larmes brouillaient la vision d'Helena. « Pas maintenant, pas comme ça. Tu n'as pas le choix, mon cœur. » Un sourire douloureux étira les lèvres gercées de Marianne. « Ma vie est déjà terminée. Mais la tienne commence à peine. Va-t'en. Vis. » Pour nous deux. Les cavaliers étaient maintenant dans le village, leurs chevaux piétinant la terre battue. Helena entendait les cris des villageois, le cliquetis des armes. Elle était prise au piège, coincée entre l'amour pour sa mère mourante et l'instinct de survie qui hurlait en elle de s'enfuir. C'est alors que la porte explosa sous un coup de bélier improvisé. Un homme entra, grand et large d'épaules, vêtu de l'armure noire portant l'emblème de la reine. Son visage était caché derrière un aume, mais sa voix résonnait avec une autorité cruelle. « Helena de Valombre, vous êtes en état d'arrestation sur ordre de Sa Majesté la reine Isolde, accusée de conspiration contre la couronne et de tentative de séduction du roi. » Les accusations étaient si absurdes qu'Helena aurait ri si la situation n'avait pas été aussi désespérée. Mais elle comprenait maintenant la stratégie d'Isolde. La faire passer pour une manipulatrice, une séductrice qui avait cherché à s'emparer du pouvoir en piégeant le roi. Personne ne croirait la vérité si elle était présentée comme une menteuse et une traîtresse. « Je n'irai nulle part, » dit Helena, sa voix tremblante mais déterminée. « Je suis ici avec ma mère mourante. Vous n'avez aucun droit. Nous avons tous les droits. » L'interrompit le soldat en s'avançant. « Résistez et nous vous traînerons de force, votre choix. » Dehors, Helena entendait le bruit d'une bataille. Ses gardes se battaient vaillamment, mais ils étaient submergés par le nombre. Des cris, le choc du métal contre le métal, puis un silence terrible qui ne pouvait signifier qu'une chose. Ils étaient morts. Morts pour avoir tenté de la protéger. Le soldat fit un pas vers Helena, mais avant qu'il ne puisse la toucher, Marianne se redressa dans son lit avec une énergie qui semblait impossible pour quelqu'un dans son état. Ses yeux brillaient d'une fureur que sa fille ne lui avait jamais vue. « Vous ne la toucherez pas. » Sa voix, bien que faible, portait une autorité surprenante. « Je sais qui vous êtes vraiment. Je sais ce que la reine vous a ordonné de faire. Mais si vous posez une main sur ma fille, je révélerai à tout le royaume le secret qu'Isolde garde depuis 20 ans. » Le soldat se figea. Un silence pesant s'installa dans la cabane, chargé de menaces non prononcées. « Quel secret ?» demanda-t-il finalement, et Helena perçut une note d'inquiétude dans sa voix. Marianne sourit, un sourire terrible et triomphant, malgré son état mourant. « Le document que j'ai caché il y a des années. Celui qui prouve qu'Isolde a empoisonné le père d'Aldric pour forcer le mariage. Celui qui détaille comment elle a orchestré la mort de tous les héritiers potentiels qui auraient pu menacer sa position. Je l'ai conservé comme assurance, au cas où elle s'en prendrait à nous. » Le mensonge était magnifique dans son audace. Helena voyait sa mère bluffer avec tout ce qui lui restait de force, jouant sa dernière carte dans un jeu mortel.
Mais cela fonctionnait. Le soldat reculait, incertain, comprenant que tuer Elena maintenant pourrait déclencher une catastrophe politique. « Où est ce document » exigea-t-il. « En lieu sûr » répondit Marianne. « Et si je ne donne pas de nouvelles avant le coucher du soleil, il sera remis directement au roi Aldric. Alors réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit de stupide. » C'était un bluff magistral, mais Elena savait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Dès que la reine apprendrait cette histoire, elle enverrait des hommes fouiller chaque recoin du village. Et quand ils ne trouveraient rien, la vengeance d'Isolde serait terrible. Le soldat hésitait, visiblement en train de peser ses options. Finalement, il se tourna vers ses hommes. Fouillez la maison. Trouvez ce document. Pendant que les soldats retournaient leur modeste cabane, renversant les meubles, déchirant les paillasses, Elena s'agenouilla près de sa mère. Marianne la regardait avec une tendresse infinie, ses doigts caressant doucement le visage de sa fille. « Écoute-moi attentivement », murmura-t-elle si bas que seule Elena pouvait l'entendre. « Il n'y a pas de document, mais j'ai caché quelque chose d'autre, il y a longtemps. Quelque chose qui prouve réellement qui tu es. » Elle glissa quelque chose dans la main d'Elena, une petite clé rouillée. Sous la pierre près du vieux chêne, à l'orée du village. Tu te souviens ? Là où tu jouais enfant. Il y a une boîte en métal. À l'intérieur, tu trouveras la vérité, tout ce que tu dois savoir. Maman, je ne comprends pas. Tu comprendras, l'interrompit Marianne, ses yeux se fermant lentement. Et quand tu comprendras, tu sauras quoi faire. Je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimé. Pardonne-moi de t'avoir caché tant de choses. Non. Elena serrait la main de sa mère, sentant la vie s'en échapper lentement. Non, maman, reste avec moi, s'il te plaît. Mais Marianne souriait, un sourire paisible qui contrastait avec le chaos environnant. Je suis fatigué, mon cœur. Si fatigué. Laisse-moi me reposer. Et sous les yeux horrifiés d'Elena, sa mère exhala son dernier souffle, ce sourire toujours accroché à ses lèvres. Le cri de douleur qui s'échappa de la gorge d'Elena résonna dans toute la cabane, un hurlement de chagrin pur qui fit taire même les soldats dans leur fouille. Elle resta là, berçant le corps sans vie de sa mère, les larmes coulant sans fin sur ses joues. Tout ce qu'elle avait toujours connu, tout ce qui avait donné un sens à sa vie, venait de disparaître. Elle était seule, complètement, terriblement seule. Le capitaine des soldats s'approcha, son aume maintenant retiré, révélant un visage marqué par une cicatrice qui lui barrait la joue. « Nous n'avons rien trouvé », dit-il à voix basse. « Si ce document existe, il n'est pas ici. » Elena le regarda, ses yeux rougis par les larmes mais brûlants d'une haine nouvelle. « Sortez », dit-elle d'une voix si froide qu'il tressaillit. « Laissez-moi au moins pleurer ma mère en paix. » Il hésita, puis hocha lentement la tête. « Vous avez jusqu'à demain matin. Ensuite, vous retournez au château. La reine exige votre présence. » Ils sortirent finalement, laissant Elena seule avec son chagrin. Elle resta là pendant des heures, tenant sa mère, lui murmurant des mots d'amour, des excuses pour toutes les fois où elle n'avait pas été assez reconnaissante, assez patiente, assez présente. Quand la nuit tomba enfin, enveloppant le village d'obscurité, Elena déposa doucement sa mère sur le lit et sortit silencieusement par la porte de derrière. Les soldats montèrent la garde, mais ils étaient négligents, convaincus qu'une fille en deuil ne tenterait rien de stupide. Ils se trompaient. Elena connaissait chaque recoin de ce village, chaque chemin, chaque cachette. Elle se faufilait dans l'ombre comme un fantôme, la petite clé rouillée serrée dans son poing. Le vieux chêne se dressait à l'orée du village, ses branches tordues, griffant le ciel étoilé. La pierre était exactement où elle se souvenait, légèrement plus grande que les autres, marquée d'une petite croix qu'elle avait gravée enfant. Elena creusa la terre gelée avec ses mains nues, ses ongles se cassant, ses doigts saignant, jusqu'à ce qu'elle sente le métal froid. La boîte était petite, scellée par la rouille et le temps. Elle inséra la clé avec des mains tremblantes, et après quelques efforts, le couvercle s'ouvrit dans un grincement. À l'intérieur, il y avait un document, soigneusement plié, protégé par un tissu huilé. Elena le déplia à la lumière de la lune et commença à lire. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Ce n'était pas simplement un certificat de naissance. C'était un document officiel,
scellé du sceau royal, portant la signature d'Aldric lui-même. Un document reconnaissant Helena comme son enfant légitime, rédigé avant son mariage forcé avec Isolde. Un document qui, s'il était présenté au conseil, ferait d'elle non pas une bâtarde, mais une héritière avec des droits légaux sur le trône. Sa mère l'avait caché pendant 19 ans, protégeant non seulement la vie d'Helena, mais aussi son avenir. Et maintenant, entre ses mains tremblantes, se trouvait une arme capable de détruire la reine Isolde, ou de se détruire elle-même. Les premières lueurs de l'aube trouvèrent Helena assise sous le vieux chêne, le document serré contre sa poitrine comme un talisman. Elle n'avait pas dormi, incapable de fermer les yeux, son esprit tournant sans cesse autour de cette révélation qui changeait tout. Sa mère était morte en lui laissant non seulement la vérité, mais aussi une arme redoutable. Une arme qui pouvait la sauver ou la condamner. Le bruit de sabots la tira de ses pensées. Les soldats de la reine venaient la chercher, comme promis. Helena glissa rapidement le document dans sa robe, contre son cœur, et se leva avec une dignité qu'elle ne savait pas posséder. Si elle devait retourner au château, ce serait la tête haute, en sachant exactement qui elle était. Le trajet de retour fut un cauchemar silencieux. On l'avait attachée sur un cheval traité comme une criminelle, et les villageois qu'elle avait toujours connus détournèrent le regard sur son passage, terrifiés à l'idée d'être associés à elle. Seul le vieux Thomas osa lever la main dans un geste d'adieu tremblant, les larmes roulant sur ses joues ridées. Quand les tours du château apparurent à l'horizon, Helena sentit son estomac se nouer. Quelque part là-dedans, Aldric attendait, ignorant que sa fille venait d'enterrer sa mère. Quelque part là-dedans, la reine Isolde préparait sa prochaine attaque. Et Helena, armée de son terrible secret, devait décider comment jouer cette partie mortelle. On la conduisit non pas à sa misérable chambre sous les toits, mais directement aux appartements de la reine. Les portes massives s'ouvrirent sur une pièce d'une magnificence écrasante. Des tapisseries de soie représentant des scènes de conquête, des meubles sculptés dans les bois les plus précieux, des candélabres d'or massif qui jetaient une lumière dorée sur tout. Et au centre de cette splendeur, assise sur un fauteuil qui ressemblait à un trône, se tenait Isolde. La reine était vêtue d'une robe de velours pourpre brodée de fils d'argent, ses cheveux d'un blond presque blanc relevés en une coiffure élaborée qui accentuait la perfection glaciale de ses traits. Elle était belle comme une statue est belle, froide, distante, inhumaine. Ses yeux verts se posèrent sur Helena avec une satisfaction cruelle. « Laissez-nous » ordonna-t-elle au garde d'une voix douce qui n'en était que plus menaçante. Quand la porte se referma, le silence qui s'installa fut si lourd qu'Helena eut du mal à respirer. Isolde se leva avec une grâce étudiée et s'approcha d'elle lentement, comme un prédateur évaluant sa proie. « Pauvre petite paysanne » murmura-t-elle, et sa voix dégoulinait de fausse compassion. « Tu as perdu ta mère. Quelle tragédie. Mourir seule, dans la misère, abandonnée par tous. » La rage explosa dans la poitrine d'Helena, mais elle la contint, refusant de donner à cette femme la satisfaction de la voir s'effondrer. « Vous l'avez tuée, » dit-elle d'une voix tremblante. « Vos taxes, vos persécutions, vous avez détruit notre vie méthodiquement, année après année. » Isolde sourit, un sourire terrible de beauté et de cruauté mêlée. « Je l'ai libérée, » répondit-elle simplement. « Libérée de l'illusion stupide qu'elle pourrait un jour retrouver l'homme qu'elle aimait. Libérée de toi ce fardeau qu'elle portait depuis 19 ans. » Elle s'arrêta à quelques centimètres d'Helena, si proche que cette dernière pouvait voir les fils d'argent dans ses yeux verts. « Et maintenant, je vais te libérer aussi. »« En me tuant ?» Le rire d'Isolde tinta comme du cristal brisé. « Oh non, ma chère. La mort serait trop simple, trop rapide. Non, j'ai quelque chose de bien plus élégant en tête. » Elle retourna à son fauteuil, s'asseyant avec une grâce étudiée. « Tu vas quitter le royaume. Ce soir même, on te donnera une bourse d'or, assez pour recommencer ta vie ailleurs, loin d'ici. Tu signeras un document jurant que tu n'es rien pour le roi, que toute prétention à un lien de sang est un mensonge. » Helena la fixait, incrédule. « Et si je refuse ? Alors je révélerai au royaume entier que tu es une séductrice qui a tenté de piéger le roi avec des mensonges et de la sorcellerie. » La voix d'Isolde était maintenant aussi tranchante qu'une lame. « J'ai déjà préparé les témoignages. Des servantes qui jurent avoir vu préparer des potions.
Des gardes qui attestent de tes tentatives de séduction. Le peuple te brûlera sur la place publique pendant que je regarderai. C'était un piège parfait. Helena comprenait maintenant toute la stratégie de la reine. La faire venir au château, la placer près du roi, puis l'accuser de manipulation. Personne ne croirait la parole d'une paysanne contre celle de la reine. Mais Isolde ignorait une chose. Une chose que Marianne avait gardée secrète pendant 19 ans. « Vous avez peur de moi », dit soudainement Helena, et sa voix était étrangement calme. Tout ce pouvoir, toute cette cruauté, c'est de la peur. Vous savez que si la vérité éclate, vous perdrez tout. Le masque de perfection d'Isolde se fissura pendant une fraction de seconde, révélant une rage bouillonnante. Je n'ai peur de rien, et certainement pas d'une petite bâtarde sans importance. Alors pourquoi ne pas simplement me tuer ? Helena fit un pas en avant, son courage grandissant avec chaque mot. Pourquoi cette mise en scène élaborée ? Pourquoi me proposer de l'or et un exil ? Si je ne suis vraiment rien, pourquoi tant d'efforts ? Le silence qui suivit fut électrique. Isolde s'était levée, ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil avec une force qui blanchissait ses jointures. Parce que mon époux, dans sa faiblesse sentimentale, pourrait poser des questions, cracha-t-elle finalement. Parce que tuer la fille de sa première amour pourrait le pousser à enquêter trop profondément. Et s'il découvrait certaines vérités que j'ai pris soin d'enterrer, les conséquences seraient désastreuses. Pour vous, compléta Helena, les conséquences seraient désastreuses pour vous. Isolde traversa la pièce en 2 enjambées et gifla Helena avec une violence qui fit exploser des étoiles dans sa vision. Le goût du sang emplit sa bouche, mais elle ne baissa pas les yeux, fixant la reine avec une détermination farouche. « Tu ne sais rien », siffla Isolde, son visage parfait déformé par la rage. « Tu es une ignorante qui joue avec des forces qu'elle ne comprend pas. Je dirige ce royaume depuis 20 ans. J'ai éliminé tous ceux qui se mettaient en travers de mon chemin. Tous. Des nobles plus puissants que toi, des conspirateurs plus intelligents, des rivaux plus dangereux. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es différente ? Parce que je ne veux pas votre trône, répondit Helena, et pour la première fois, elle vit de la surprise dans les yeux de la reine. Je ne veux pas votre pouvoir, votre couronne, votre vie de mensonge. Tout ce que je veux, c'est la vérité et la justice pour ma mère. Isolde recula d'un pas, la dévisageant comme si elle essayait de déterminer si elle mentait. La vérité, répéta-t-elle avec un rire amer. Tu veux la vérité ? Très bien. La vérité, c'est que ton père était un idiot romantique qui croyait pouvoir défier les lois du pouvoir. La vérité, c'est que ta mère était une paysanne ambitieuse qui pensait pouvoir séduire un prince. La vérité, c'est que vous n'avez jamais eu votre place dans cette histoire. Non, dit une voix grave depuis le seuil de la porte. Les 2 femmes se retournèrent d'un bloc. Le roi Aldric se tenait là, encore vêtu de ses habits de voyage couverts de poussière, le visage marqué par l'épuisement et la fureur. Derrière lui, une 12aine de gardes de sa garde personnelle bloquaient à l'entrée. La vérité, continua-t-il en entrant dans la pièce, ses yeux fixés sur Isolde avec une intensité brûlante, c'est que tu as orchestré tout ceci depuis le début. Les taxes qui ont détruit le village de Marianne, l'enlèvement d'Helena, les accusations fabriquées, tout. Isolde pâlit, mais se ressaisit rapidement, son masque de perfection se remettant en place. Mon cher époux, je ne comprends pas de quoi vous parlez. J'essayais simplement de protéger votre réputation des machinations de cette... Silence. Le rugissement d'Aldric fit trembler les murs. J'ai passé les 3 dernières heures à interroger tes espions, tes soldats, tes complices. Ils ont parlé, Isolde. Tous. Ils m'ont raconté comment tu as détourné l'argent que j'envoyais à Marianne. Comment tu as fait supprimer mes lettres. Comment tu as fait espionner Helena depuis sa naissance, attendant le moment parfait pour frapper. La reine ne répondit pas, mais Helena vit quelque chose de dangereux briller dans ses yeux. C'était le regard d'un animal acculé, prêt à tout pour survivre. « Tu as fait une erreur », continua Aldric, s'approchant de sa femme avec des pas mesurés. « Une seule. Tu as sous-estimé l'amour d'une mère pour sa fille. Marianne a tout prévu, tout documenté. Et maintenant, grâce à elle, je sais exactement ce que tu es. » Isolde redressa le menton avec défi, sa beauté glaciale revenue en force. « Et que vas-tu faire ?
demanda-t-elle, sa voix redevenue douce et dangereuse. Me jeter dans un cachot? M'exécuter? Le scandale détruirait le royaume. Le conseil ne te soutiendrait jamais. Tu as besoin de moi, Aldric. Tu as toujours eu besoin de moi. Le silence qui suivit fut si lourd qu'Helena crut qu'elle allait suffoquer. Le roi regardait sa femme comme s'il la voyait vraiment pour la première fois, et ce qu'il voyait le dégoûtait visiblement. « Tu as raison », dit-il finalement, et Helena sentit son cœur se serrer. Le scandale serait terrible. Le royaume souffrirait. Mais il y a quelque chose que tu ne comprends pas, Isolde. Quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a 20 ans. Il se tourna vers Helena et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la détermination pure, du courage, et un amour paternel si intense qu'il en était douloureux. Un royaume construit sur le mensonge et la cruauté ne mérite pas de survivre. Les mots du roi résonnèrent dans la pièce comme un serment sacré. Helena vit Isolde pâlir, comprenant que quelque chose avait irrémédiablement changé dans l'homme qu'elle avait cru pouvoir contrôler pendant 20 ans. Le masque de perfection de la reine se fissura enfin, révélant la panique qui bouillonnait sous la surface. « Tu ne peux pas », murmura-t-elle, reculant d'un pas. « Le conseil, les nobles, ils ne te suivront jamais si tu... » « Le conseil suivra son roi », l'interrompit Aldric avec une autorité qui ne laissait place à aucune contestation. « Et ceux qui refuseront seront libres de quitter le royaume. » Il fit un geste aux gardes. « Escortez la reine dans ses appartements. Elle y restera confinée jusqu'à nouvel ordre. » Isolde se débattit lorsque les gardes s'approchèrent, sa dignité royale s'évaporant comme brume au soleil. « Vous faites une erreur !» cria-t-elle, sa voix devenant stridente. « Cette fille vous détruira. Elle et sa mère n'étaient que des... » « Assez !» Le rugissement d'Aldric la fit taire instantanément. Ses yeux brûlèrent d'une fureur contenue depuis trop longtemps. « Tu ne prononceras plus jamais le nom de Marianne. Tu as volé 20 ans de ma vie, 20 ans de la vie de ma fille. Tu as laissé la femme que j'aimais mourir dans la misère. Si je suivais la justice que tu mérites, tu finirais dans les cachots les plus sombres de ce château. » Il s'approcha d'elle, et Helena vit quelque chose de terrible dans ses yeux. Non pas de la haine, mais quelque chose de pire, du dégoût absolu. « Mais contrairement à toi, je ne suis pas un monstre. Tu seras exilé. Demain à l'aube, tu quitteras ce royaume avec assez d'or pour vivre confortablement. Mais tu ne reviendras jamais. Si tu poses à nouveau un pied sur ces terres, tu seras exécuté pour trahison. » On emmena Isolde, ses cris de rage et de protestation s'évanouissant dans les couloirs. Quand la porte se referma, un silence épais s'installa. Aldric resta immobile pendant un long moment, le dos voûté comme si le poids du monde venait de s'abattre sur ses épaules. Puis lentement il se tourna vers Helena. Leurs regards se croisèrent et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée au château, Helena vit son père tel qu'il était vraiment. Un homme brisé par le remords, hanté par des décennies de choix impossibles, mais déterminé à enfin faire ce qui était juste. « Ta mère », dit-il, et sa voix se brisa sur ces mots. « Elle est partie ?» Helena hocha la tête, incapable de parler, les larmes jaillissant à nouveau. Aldric traversa la pièce et, pour la première fois, prit sa fille dans ses bras. C'était une étreinte maladroite, celle d'un homme qui n'avait jamais appris à être père, mais elle était sincère, chargée de 20 ans d'amour réprimé. « Pardonne-moi », murmura-t-il contre ses cheveux. « Pour tout, pour chaque jour où tu as eu faim, pour chaque nuit où tu as eu froid. Pour ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Pour avoir laissé ma faiblesse vous détruire, toi et ta mère. » Helena s'accrocha à lui, pleurant toute la douleur accumulée de ces derniers jours terribles. Pleurer pour sa mère qui ne verrait jamais cette justice tant méritée. Pleurer pour les années perdues. Pleurer pour la famille qu'ils auraient pu être. Quand les larmes se tarirent enfin, Helena se détacha doucement et glissa la main dans sa robe, en sortant le document que sa mère avait caché pendant 19 ans. « Maman m'a laissé quelque chose », dit-elle en le tendant au roi. Elle a dit que c'était la vérité complète. Aldric déplia le parchemin avec des mains tremblantes, et Helena vit son visage se transformer à mesure qu'il lisait. L'incrédulité d'abord, puis la stupéfaction, et enfin quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement mêlé de chagrin. « Elle l'a gardé », murmura-t-il. Pendant toutes ces années, elle l'a gardé en sécurité. Ses yeux se levèrent vers Helena,
brillant de larmes non versées. Tu comprends ce que cela signifie? Ce document te donne des droits légaux. Tu n'es pas une bâtarde, Helena. Tu es mon enfant légitime, reconnu avant mon mariage avec Isolde. Je sais, répondit Helena doucement. Mais je ne veux pas de trône, de couronne ou de pouvoir. Je veux juste comprendre. Pourquoi maman a-t-elle gardé cela secret? Pourquoi ne pas l'avoir utilisé pour améliorer nos vies? Aldric ferma les yeux, une larme solitaire roulant sur sa joue. Parce qu'elle te protégeait. Ce document aurait fait de toi la plus grande menace d'Isolde. Elle t'aurait tué sans hésitation. Il rouvrit les yeux et prit les mains d'Helena dans les siennes. Ta mère t'aimait plus que tout au monde. Elle a choisi la pauvreté et la souffrance pour te garder en vie et en sécurité. Helena sentit son cœur se briser et se reconstruire simultanément. Elle comprenait maintenant. Tous les sacrifices, tous les mensonges, toutes les douleurs endurées, c'était de l'amour. L'amour le plus pur et le plus désintéressé qui soit. « Qu'allons-nous faire maintenant » demanda-t-elle finalement. Aldric contempla le document pendant un long moment, puis, avec un geste délibéré, le lui rendit. « C'est à toi de décider. Ce document t'appartient. Tu peux le présenter au conseil et réclamer ta place légitime. Tu peux le détruire et vivre ta vie comme tu l'entends. Ou tu peux choisir quelque chose entre les deux. » Il sourit tristement. « Je ne te forcerai jamais à rien, Helena. J'ai déjà fait trop d'erreurs en essayant de contrôler les choses. » Helena regarda le parchemin dans ses mains. Tant de pouvoir contenu dans un simple morceau de papier. Elle pourrait exiger justice, reconnaissance, richesse. Mais alors qu'elle tenait ce document, elle pensait à sa mère dans leur petite cabane, souriant malgré la pauvreté, chantant pendant qu'elle préparait leur maigre repas. « Maman ne voulait pas que je vive comme une noble, » dit-elle doucement. Elle craignait que la cour ne me détruise, ne m'enlève ce qu'elle considérait comme le plus important, la capacité d'aimer sincèrement, de vivre simplement, d'être libre. Elle avait raison, admit Aldric. La couronne est une prison dorée. J'ai passé 20 ans enchaîné par le devoir, incapable de suivre mon cœur. Helena leva les yeux vers lui, et dans son regard, il vit une sagesse qui dépassait ses 19 années. Alors ne me donnez pas une couronne, donnez-moi autre chose. Quoi? Une famille. Sa voix se brisa légèrement. J'ai perdu ma mère. Je ne veux pas perdre mon père aussi. Je ne veux pas de titre ou de pouvoir. Je veux juste vous connaître. Apprendre qui vous êtes vraiment. Construire quelque chose que nous avons perdu. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Aldric. Il attira Helena dans ses bras, et cette fois, l'étreinte n'avait rien de maladroit. C'était celle d'un père qui venait enfin de retrouver sa fille. « Je te le promets », murmura-t-il. « Plus de secrets, plus de mensonges. Je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter ton pardon. » Les semaines qui suivirent virent le château se transformer. Isolde fut exilée comme promis, disparaissant dans la nuit sans un regard en arrière. Le conseil fut réorganisé, les conseillers corrompus remplacés par des hommes et femmes d'honneur. Les taxes qui écrasèrent les villages du Sud furent abolies, remplacées par des aides pour reconstruire ce qui avait été détruit. Helena choisit de ne pas révéler publiquement le document prouvant sa légitimité. À la place, Aldric l'établit officiellement comme sa fille adoptive, lui accordant un titre et des terres, mais surtout, un foyer. Elle apprit à connaître son père, découvrant en lui non pas le roi distant des légendes, mais un homme d'une bonté profonde, qui avait été étouffé pendant trop longtemps. Un matin, 6 mois après la mort de Marianne, Helena se tint devant la tombe de sa mère dans le petit cimetière de Valombre. Une magnifique pierre tombale avait été érigée, payée par le roi lui-même, portant une inscription simple, « Marianne, qui a tout sacrifié par amour. »« Je comprends maintenant, maman, » murmura Helena, déposant des fleurs fraîches sur la tombe. « Tu m'as donné la plus grande liberté qui soit, celle de choisir ma propre voie. » Le vent murmurait dans les arbres, et Helena aurait juré entendre le rire doux de sa mère, l'approuvant, l'aimant, la libérant enfin. Elle tourna les talons et remonta vers le château où son père l'attendait, prête à écrire le prochain chapitre de sa vie. Non pas comme princesse ou héritière, mais comme Helena, fille, survivante et enfin vraiment libre.